Il y a énormément de choses à dire sur ce passionnant Grand Prix de Monaco 2024, que ce soit de la 6e victoire en Formule 1 de Charles Leclerc, qui devient le premier monégasque à s'imposer au Grand Prix de Monaco en Formule 1 et le deuxième à s'imposer lors de cette édition depuis Louis Chiron en 1931. J'étais pas né. Vraiment. En gagnant son 6e Grand Prix, il devient donc égal statistiquement avec quelques légendes comme Tony Brooks, John Surtees, Jochen Rindt, Gilles Villeneuve, Jacques Laffite, Riccardo Patrese et aussi Sergio Pérez ou Ralf Schumacher. Il a aussi égalé le nombre de pole positions en Formule 1 de Nelson Piquet et de Niki Lauda, rien que ça. Et il est devenu le deuxième pilote de l'histoire de Ferrari avec le plus de pole positions derrière Michael Schumacher, ce qui est fondamentalement... C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Et Oscar Piastri devient le 3e pilote avec 3 podiums en F1 avec Lance Stroll et Esteban Ocon. Voilà, vous l'avez compris, il s'est passé tellement de choses pendant ce Grand Prix que je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit point statistique avant de commencer. Mais allez, on va plonger dans le vif du sujet et parler stratégie. Allez, maintenant qu'on a bien parlé stratégie, on peut passer à la suite. Mais à titre personnel, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu 30 000 choses qui se sont passées en piste que j'ai boudé mon plaisir ce dimanche, avec donc des stratégies qui ont été toutes simplifiées au concept de faire tenir des pneus pendant 74 tours, ce qui ne m'a pas déplu puisque au bout d'un moment, j'ai envie de dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de course comme ça, peut-être depuis les années 80. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est l'idée. Je le répète souvent, mais j'en ai marre qu'on compte sur les stratégies pneumatiques pour faire le seul intérêt des Grands Prix. Si il doit y avoir un intérêt dans le Grand Prix, il y en aura un, il n'y a pas besoin de jouer sur les arrêts au stand ou quoi pour en ajouter, surtout que malgré tout, le top 4, c'est tenu pendant une bonne partie de la course, même s'ils n'étaient pas totalement à fond, essayant de préserver leur pneumatique, il y avait quand même une forte tension entre les 4, s'échangeant à tour de rôle un peu les meilleurs tours entre eux. Un coup, c'était Leclerc qui creusait, et puis il laissait Piastri revenir pour mettre un petit peu la pression sur le pilote McLaren, puisque derrière, il y avait Carlos Sainz qui revenait au même moment. Du coup, Piastri se retrouvait un petit peu sous pression, mais au même moment, ça permettait à Norris de revenir, mettant Carlos sous pression également à son tour, donc globalement c'était assez tendu aux avant-postes. Si l'un des 4 commettait la moindre erreur, il perdait la position, donc rien que pour ça j'ai trouvé que c'était très intéressant, et on a eu un total donc de 7 arrêts au stand hors drapeau rouge, 6 pilotes différents se sont arrêtés, on compte Verstappen et Hamilton qui ont donc fait le choix de repasser en pneus durs en fin de course, Hamilton profitant du coup du fait qu'il y avait personne derrière pour tenter d'aller attaquer Verstappen, et Verstappen répondant immédiatement pour tenter de mettre la pression sur Russell, et ensuite un peu plus loin c'est Valtteri Bottas qui s'est arrêté en tout début de course, ce qui lui a permis d'épreuve de passer Sargent et Joe. Bon il s'est amusé, il y a eu des dépassements, c'est même Sargent et Joe qui se sont arrêtés en fin de course, et Lance Stroll qui nous a gratifié de 2 arrêts au stand, mais on en reparlera plus tard. On va regarder les petits diagrammes qui résument les temps moyens de la course pour tous les pilotes, et très sincèrement, il y a pas grand chose de pertinent à dire dessus. On voit que le top 8 était le plus rapide, les 2 Ferrari, les 2 McLaren, les 2 Mercedes et Verstappen, ah oui, du coup ça fait le top 7 puisqu'il n'y a pas Perez dedans, et ensuite il y avait tout le reste, mais il y a peu à dire dessus puisqu'on était sur un grand prix de gestion de partout. Donc il n'y a pas vraiment eu de réelle signification, et comme on le verra équipe par équipe, je vais pas réellement commenter non plus les différences des rythmes de course, puisque pour les mêmes raisons, tout simplement. Un week-end mené de main de maître par Charles Leclerc qui a vraiment excellé pour sa 3e pole position à Monaco, qu'il a enfin converti, non seulement il l'a converti, mais en plus en menant tous les tours du Grand Prix. J'en suis à regretter qu'il ait pas fait un petit meilleur tour au passage pour convertir un Grand Chelem. Ça aurait été quand même assez incroyable d'avoir le Grand Chelem à Monaco, mais il n'a pas pu le faire puisque Hamilton et Verstappen se sont arrêtés en fin de course et ont enregistré un temps en 1,14 et quelques de mémoire. Mais faut quand même souligner qu'en fin de course, Leclerc a été capable de sortir un beau 1,15.1, soulignant que il avait quand même du bon rythme encore dans ses pneumatiques. Dans l'espace des 10-15 derniers tours, Leclerc s'est mis à creuser comme un bâtard sur Piastri. Il lui mettait à peu près 2 secondes au tour pendant une phase de la course avant de recommencer à lever le pied et faire comprendre à son ingénieur « c'est bon, tu peux souffler, j'arrête de chercher le meilleur tour, ça sert à rien ». Et on voit d'ailleurs cette belle relation qu'il a avec son nouvel ingénieur de course depuis Imola. Il s'en dégage une bonne
complicité entre les deux sur les quelques retransmissions qu'on a pu entendre, donc on n'est plus sur, pour le moment en tout cas, on n'a plus cette impression d'avoir deux personnes qui se comprennent pas quand elles parlent. Et c'est un nouvel argument que j'ajouterais pour contredire toute personne disant que Leclerc n'est un pilote qui n'est pas capable de tenir face à la pression, parce que j'ai jamais vraiment compris le raisonnement qui se cache derrière, parce que là ce week-end il y avait énormément de pression, on avait un top 4 de Red Bull, de McLaren et les deux Ferrari qui se tenaient dans un mouchoir de poche, avec même les Mercedes qui semblaient un petit peu taquiner sur le rythme pur, mais malgré tout, c'est Leclerc qui a dominé à peu près toutes les séances, il semblait toujours avoir un petit truc en plus, et pendant la course, comme je le disais, il a dû gérer les trois autres derrière lui, en se laissant jamais vraiment de répit, puisque lorsqu'il a voulu commencer un petit peu à creuser, on lui a justement demandé de ralentir la cadence pour continuer à bloquer le petit trio derrière lui et ne pas permettre à Norris d'avoir un arrêt au stand gratuit, ce qui aurait pu être problématique. Quant à Carlos Sainz, j'ai envie de dire que il a fait un bon boulot de son côté, avec un petit peu de réussite suite à cette touchette au premier virage avec Oscar Piastri. Pour le coup, j'ai envie de dire que Sainz a vraiment eu un peu de chance, parce que je pense qu'il s'est un petit peu causé son propre malheur. Malgré tout, faut dire qu'il a tenté le dépassement. Piastri a laissé une belle opportunité à Sainz. Sainz a donc dû s'arrêter quelques mètres plus loin à cause d'une crevaison, mais le drapeau rouge lui a permis de revenir et donc de reprendre sa position sur la grille de départ, comme le veut le règlement depuis 2022. Si un drapeau rouge dans les deux premiers tours, on réinstaure la grille de départ. Côté McLaren, j'aurais pas grand chose à ajouter, puisqu'on est toujours sur un excellent rythme. Ils ont mis la pression sur les deux Ferrari, mais ensuite leur course était tout simplement dictée par le rythme de Leclerc. Je dois quand même souligner encore une fois un week-end très solide de Oscar Piastri. Il est sur une très très bonne série depuis 2-3 Grands Prix, je trouve, donc félicitations à lui. On commence à le sentir de plus en plus mature sur ses rythmes de course, et du côté du garage de Lando Norris, ça va mettre encore un petit peu plus de pression, puisqu'il avait toujours cet avantage en rythme de course. Même si Piastri arrivait à le taquiner en qualification, c'était moins le cas sur les rythmes de course. Je disais que Mercedes semblait en mesure de taquiner le top 3 constructeur, mais on a vu qu'en rythme de course c'était encore autre chose, puisque George Russell a tenté en tout début de course de suivre le rythme du top 4. Malheureusement, il a très vite fini par lâcher prise. On doit préciser que le top 4 commençait en pneu médium, alors que les deux Mercedes et Verstappen démarraient en pneu dur, et lorsque le drapeau rouge est intervenu, tout le monde a dû changer, ce qui a compromis la course du trio Russell, Verstappen, Hamilton, puisqu'ils ont dû tenir toute la course en pneu médium, et donc naturellement la gestion était totalement différente. Et j'en viens à féliciter du coup amplement George Russell, qui a été un des 3 pilotes à faire tenir des pneus médiums sur l'ensemble du Grand Prix avec Alonso et Gasly. Il les a tenus à la perfection, malgré le retour de Verstappen et Hamilton en fin de course. Il semblait qu'il y avait à peu près un écart de 3-4 secondes entre les deux. À Monaco, c'est pas suffisant en général pour dépasser. Mais malgré tout, comme je le disais, on n'est pas à l'abri d'une erreur, on n'est pas à l'abri de céder à la pression, et Russell a fait un excellent boulot de ce côté-là. Hamilton, lui, sentait d'avance qu'il allait être un petit peu en retrait, puisqu'il ne bénéficiait pas d'une amélioration sur sa voiture, mais de toute façon, de ce que j'avais compris, il la voulait pas particulièrement. Dans tous les cas, c'est une nouvelle victoire en qualification pour George Russell. Ça fait un 7-1, ça fait mal de se dire que Hamilton se prend une petite tatane comme ça en qualification, puisque on n'avait pas l'habitude de le voir dans cette position, mais j'ai quand même encore envie de souligner l'excellent boulot de George Russell, et je ne cherche pas du tout à discréditer Lewis, qui continue à faire un excellent boulot en rythme de course. Bon, là à Monaco, ça n'a pas servi à grand chose, même s'il repart avec le meilleur tour. Très tardif pour parler des Red Bull, mais ça va être très rapide encore une fois pour changer, puisque le week-end de Sergio Pérez a été compromis très rapidement, puisqu'il a été éliminé en Q1 et a été éliminé dans la seconde ligne droite. Je vais pas encore crier au loup, les écarts avec Verstappen restent constants, c'est pas terrible, c'est 3 dixièmes, mais dans un week-end où la Red Bull était particulièrement désagréable à piloter, on l'a vu justement quand Verstappen s'est mis dans le mur à Sainte-Dévote en Q3, que la voiture tenait juste pas, on a vu justement Pérez qui glissait énormément pendant toute la Q1, c'était assez triste à regarder. Une Red Bull qui ne marchait pas du tout ce week-end à Monaco, on n'a pas l'habitude de ça ici, mais j'ai peur de devoir vous dire que je suis convaincu
qu'on peut s'attendre à une domination au Canada puisque ce serait un tracé qui conviendrait beaucoup mieux à la Red Bull avec ses longues lignes droites, pas mal d'enchaînements rapides et assez techniques. On sait que c'est quand même la grande force de cette Red Bull pour le moment. Donc je tiendrai pas encore pour acquis les quelques exceptions qu'on a eues à Miami, Imola et ce week-end à Monaco, même s'il est très clair dans un week-end comme celui-là, où dès l'instant que Red Bull se rate un petit peu, ils ont plus de marge de sécurité puisque Ferrari et McLaren sont juste là pour les devancer. Un nouveau sublime week-end de Yuki Tsunoda avec une Q3 qu'il convertit en 8e place à l'arrivée. J'ai très peu à ajouter puisque ça a été une course assez solitaire, sans arrêt au stand, et à devoir rester devant Albon et Gasly, mais deux pilotes dont il avait l'avantage puisqu'il avait une meilleure voiture. L'ARB semble être devenue depuis quelque temps la 5e force du plateau, donc assez peu à ajouter là-dessus. Et Daniel Ricciardo, j'aurais rien du tout à dire, puisque non loin du rythme de Tsunoda, son Grand Prix était tout simplement conditionné par Fernando Alonso qui était devant lui et qui jouait, qui faisait le bouchon, tout simplement, volontairement pour Lance Stroll. Donc Ricciardo a pas pu faire grand-chose de son côté. Je vais enchaîner directement avec Aston Martin. Alonso termine 11e, fortement frustré en fin de Grand Prix puisqu'il était convaincu d'être 10e. Bon, soit. Il semble y avoir eu un clair problème de communication. Il avait passé donc tout le premier relais, 40 bons tours à faire le bouchon devant Ricciardo, Bottas, etc. Ce qui a justement permis à Bottas de revenir très rapidement parce que Alonso faisait le gros bouchon. Et lorsque Stroll s'est arrêté et qu'il a bénéficié de son arrêt gratuit, Lance Stroll s'est rapidement mis dans le mur à la sortie du tunnel, donc la nouvelle chicane. Il a tapé l'intérieur. Je vais pas le blâmer, moi je le fais souvent à la console, ce type d'erreur. Donc automatiquement, ça veut dire que ça peut se faire en vrai aussi. Et à partir de là, il pouvait plus faire grand-chose si ce n'est que s'amuser en fin de course avec des pneus soft pour dépasser Sargent et Joe. Et il n'a pas pu réussir à revenir sur Bottas. En tout cas, chez Aston Martin, c'est très très frustrant depuis 2-3 Grands Prix. Les améliorations qui ont été apportées ne fonctionnaient pas. On verra ce que ça pourra donner au Canada, un Grand Prix qui leur avait un peu mieux réussi l'an dernier. Chez Alpine, on marque un nouveau point avec Pierre Gasly qui termine 10e. On a eu la première Q3 justement de l'équipe avec le même Gasly. Ocon était juste derrière sur la grille de départ. J'admets être très surpris parce que je m'attendais à les voir beaucoup plus en souffrance sur un tracé comme Monaco, avec leurs problèmes de poids et toutes ces choses, mais bon, finalement, c'était pas trop mal. Il y a assez peu à dire, dans le sens où Gasly a fait ce qu'il a pu pour rester par là, grandement aidé du coup par Stroll qui s'est foutu derrière, et du coup Alonso qui était très très loin. Il a quand même réussi à ramener la voiture à l'arrivée avec des pneus médiums et en s'étant fait un petit peu empaler par son coéquipier au niveau du portier, si je me mélange pas dans le nom, des virages à l'entrée du tunnel. Esteban Ocon avait tenté, j'ai envie de dire, très très belle initiative de sa part. Il a, pour rendre hommage à un très grand pilote spécialisé dans l'envoi de ses rivaux hors de la piste, il est allé for a gap that existed and he was a racing driver. Malheureusement, il est allé pour le gap, mais il n'a pas été très malin de refermer la porte alors qu'il n'avait pas conclu le dépassement. C'est dommage parce que ça aurait pu passer pour Ocon et finalement, il a plus créé une polémique qu'autre chose et un petit peu fait oublier son excellent début de saison puisque il portait globalement les résultats d'Alpine jusque-là, et là on en est à sortir toutes les spéculations du monde pour potentiellement le remplacer au Canada, sachant que dans tous les cas Ocon veut se barrer. Bon, je pense pas qu'il serait ravi de se faire mettre à la porte en courte saison quand même, parce qu'il a besoin de trouver un contrat pour la saison prochaine, mais on sait que depuis au moins la fin de saison 2023, la place de Ocon chez Alpine ne le ravit pas vraiment, et là il est très clair qu'il est sur le départ. À part sincèrement pour les médias, j'ai du mal à vraiment savoir qui ça intéresse, ce genre de spéculation et toutes ces choses, puisque concrètement dans le plateau, dans le paddock, globalement on parle assez bien de lui, et on sait que à l'heure actuelle il est en discussion avec pas mal d'équipes, donc s'il a l'opportunité de continuer à rouler cette saison,
et qu'il continue sur son train de début d'année, il n'y a aucune raison que ça se passe mal pour la suite. Et j'aurais rien à dire sur la petite touchette qu'il a eue aussi avec Gasly en haut de la montée Mirabeau. Il était je sais plus si ça a été télévisé, mais on le voit plonger à l'extérieur de Gasly. On voit Gasly qui le tasse un petit peu contre le mur au moment du freinage. Mais bon, je vais en parler un petit peu plus tard pour l'accident Pérez-Magnussen. Pour moi, c'est un peu les conséquences de ce circuit et de cette ligne droite. On sait que c'est pratiquement impossible de dépasser, impossible de voir quoi que ce soit. Donc je vais pas blâmer Gasly, pas plus que Ocon d'avoir tenté quelque chose à cet endroit. Encore une fois, je parle de la montée. On va parler ensuite du coup des kicks, puisque Bottas termine en 13e position. Il s'est arrêté en tout début de Grand Prix pour chausser des pneus médiums et ça lui a permis du coup de terminer devant ses concurrents directs, à savoir son équipier Sargent. Grâce, comme je le disais, à Alonso qui a fait le petit train. Bon, Bottas a un petit peu créé d'animation avec quelques dépassements. Et ça s'arrête un petit peu là, et Zhou s'est réarrêté en toute fin de course pour mettre des pneus soft, mais il y a assez peu à ajouter. Il y a eu cette image un peu effrayante où il était derrière la voiture endommagée de Hülkenberg lors du drapeau rouge, et on l'a vu dépasser la voiture médicale, ce qui était un petit peu flippant. Il n'y avait pas vraiment de compréhension, j'avais l'impression, mais bon, ça s'est bien passé. Il a dû rouler dans pas mal de débris, mais bref, tout ça pour dire que l'équipe a pu profiter du drapeau rouge pour lustrer un peu la kick de Zhou pour qu'elle soit bien brillante pour terminer dernière. Et très peu à dire sur les As, j'ai envie de dire, c'est peut-être le premier week-end cauchemardesque pour Ayao Komatsu, avec une qualification qui s'était pas trop mal passée. Les deux sont passés en Q2 sans le rythme pour la Q3, mais la disqualification suite à un DRS jugé non conforme, qui s'explique mais très très bêtement. Ils sont arrivés avec des améliorations et ont simplement pas pensé à calculer une histoire d'écart avec l'impact du DRS, avec ce nouvel aileron, et du coup je pense pas qu'il y avait de gros impacts sur la performance, surtout quand on voit la tronche du DRS à Monaco. Malgré tout, c'est une non-conformité technique, et à partir de là, elle partait bonne dernière et se sont retrouvés dans l'incident du départ. C'est ce qui arrive quand on part dans ces positions, et j'ai juste envie de parler pour conclure de l'incident entre Magnussen et Pérez. Bon, j'ai envie de recontextualiser 2-3 trucs. On parlait de la touchette Albon-Magnussen à Jeddah. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a un pilote, dans ce cas-là Pérez, qui tient sa ligne, il va tout droit, c'est une ligne droite. Magnussen voit un petit peu de place, il tente d'y aller. Le truc, c'est que on est sur une non-ligne droite, puisque si la trajectoire est toute droite, les murs bougent. Le truc, c'est que Magnussen, on peut pas le blâmer d'avoir tenté, et Pérez, on peut pas le blâmer de pas avoir particulièrement tenu en compte le fait que les murs changeaient de position, et que du coup, au moment où les murs se rapprochent, il y avait potentiellement une voiture entre lui et le mur qu'il n'a pas vu. Donc voilà, je mets plus la faute un peu sur le circuit et simplement sur le fait qu'il y a 20 bagnoles qui sont tassées entre un endroit où ça passe tout juste à 2 de front. C'est la F1, et c'était la même histoire à Jeddah. Il y a eu la même chose, pour rappel, puisque ça parle d'Ocon, je pense à Spa-Francorchamps, avec le mur qui se retasse, qui se réouvre à la source, où on avait Ocon qui tentait en 2017 de passer à l'intérieur de Pérez, et Pérez, pareil, roulait tout droit sans prendre en compte le fait qu'il était en lutte avec son coéquipier, et qu'à ce moment-là, il y avait la place pour Ocon de passer, et que soudainement le mur se refermait, il n'y avait plus la place. Bon, c'est Racing Incident, if you want my opinion, and même si you la veux pas, my opinion, je te la donne. Et j'ai envie de dire que j'en profite pour faire la promotion du Formule Blabla Shop, puisque il y a la mise en ligne du t-shirt tente par l'extérieur, prends-la dans le postérieur, et vous pouvez également faire la promouvoir du Let's Them se fout sur la gueule. Je viens d'acheter une nouvelle caméra et j'ai des obsèques à payer, faut bien que je me fasse 2-3 sous à droite à gauche. Non, je rigole. C'est un budget associatif, Formule Blabla, encore une fois, c'est pas avec ça que je vais payer des obsèques. Mets un pouce bleu, abonne-toi ou fais ce que tu veux de ta vie, merci de m'avoir écouté, des gros bisous et à très bientôt sur Snapchat.